Le lait explosa contre le visage de Lily Thompson comme une gifle glacée, coupant son souffle net. Le liquide blanc dégoulinait de ses cheveux blond miel, ruisselant le long de ses joues jusqu'à son sac à dos rose préféré, désormais trempé. Tout autour d'elle, le monde se brouillait dans un mélange de rire cruel et de honte brûlante. Lily la pleurnicheuse a besoin d'un biberon, lança une voix moqueuse, celle de Brandon Keller, 13 ans, bien entouré de ses deux acolytes, Vanessa Moore et Luke Carter. Ils tournaient autour d'elle comme des requins flairant le sang, hilar. Lily s'effondra à genoux sur le trottoir, les larmes se mêlant au lait, essayant désespérément de rassembler ses livres éparpillés. C'est alors qu'elle l'entendit. Un grondement sourd, profond, comme un tonnerre venu du sol. Un immense berger allemand surgit entre deux voitures garées, ses yeux ambrés lançant des éclairs de colère contenue, ses crocs découverts dans un rictus qui força même Brandon à se figer. Un battement de cœur suspendu, puis le chaos. Les trois bourreaux hurlèrent et s'éparpillèrent comme des feuilles dans une tempête, laissant Lily seule face à son étrange sauveur. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous touche, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, en ajoutant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Bienvenue à Maple Hollow, petite ville tranquille selon les dires de ses habitants, où rien de notable ne se produisait jamais. Mais pour Lily Thompson, 10 ans, tout avait changé en une seule année. Le cercueil recouvert d'un drapeau, revenu d'un désert lointain. Les soldats silencieux, les visages tendus, le triangle d'étoiles plié que sa mère, Amanda, avait posé sur la cheminée. Puis le déménagement dans cette vieille maison sur Cedar Lane, celle au volet bancal et au toit qui grinçait dès que le vent soufflait. « Ce n'est que temporaire, ma chérie », disait Amanda, bien qu'elles sachent toutes les deux que le temporaire avait fini par s'éterniser. Cela faisait 2 ans désormais. 2 ans qu'Amanda enchaînait les doubles quarts à la clinique Saint-Michael. 2 ans que Lily préparait ses déjeuners seule, qu'elle marchait seule jusqu'à l'école, espérant passer inaperçue aux yeux de Brandon et de sa bande. Brandon Keller, fils unique de Nolan Keller, propriétaire de la moitié des commerces de la ville, était le genre de garçon qui avait grandi sans jamais entendre le mot « non ». Son regard arrogant, son sourire toujours un peu trop confiant et surtout son cercle d'amis serviles faisaient de lui le roi autoproclamé de Maple Hollow Middle School. Et Lily, silencieuse et solitaire, était devenue sa cible favorite. Juste à côté de la maison des Thompson vivait Madame Eleanor Whitman. 78 ans, veuve depuis plus longtemps que Lily n'était née. Ancienne institutrice de 3e année, elle n'avait jamais perdu ses habitudes. Des bonbons au caramel fondant dans les poches de son gilet et ses cheveux d'argent tirés en un chignon impeccable depuis 1965. Elle observait le quartier depuis sa vieille balancelle, notant tout, jugeant peu. Mais malgré son âge, rien ne lui échappait. Le directeur de l'école, M. Rollins, gérait l'établissement avec une main de fer et un œil toujours tourné vers les parents influents comme Nolan Keller. Lorsqu'Amanda était venue évoquer les brimades que subissait sa fille, il avait haussé les épaules, parlant de disputes d'enfants et affirmant que Lily devait simplement apprendre à s'endurcir. Et puis, il y avait ce chien. Ce berger allemand surgit de nulle part cet après-midi-là, alors que le lait dégoulinait encore du front de Lily. Un pelage qui avait dû être superbe autrefois, désormais terne et râpé. Une longue cicatrice partant de son oreille droite jusqu'au museau. Il n'avait pas de collier, pas d'attache, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que Lily reconnut immédiatement. Cette façon de comprendre ce que c'est que d'être perdu. 6 mois plus tôt, une nuit d'automne battue par la pluie, le chien que personne ici ne connaissait encore sous le nom d'Atlas était en mission. Chien K9 affecté à la police du comté, il avait suivi une piste dans un entrepôt abandonné, guidant son maître, l'agent Daniel Meyers, droit vers des suspects armés. Il avait fait tout ce qu'on lui avait appris. Mais la fusillade éclata trop vite. Daniel le poussa hors de la ligne de tir, prenant la balle à sa place, l'odeur du sang, le vacarme de la poudre, puis le silence. Atlas était resté près du corps sans vie de son maître, interdisant l'accès aux ambulanciers jusqu'à ce qu'un autre officier parvienne à l'éloigner. 3 semaines plus tard, dans les locaux du centre K9, on parlait d'euthanasie. Il ne coopère pas. Trop traumatisé. Agressif avec les nouveaux maîtres, disait-il. 3 décorations, 7 ans de service, et voilà. La sentence tomba, s'il ne peut pas être réassigné, il devra être euthanasié vendredi. Mais Megan, la jeune employée de nuit qui entretenait les chenils, ne pouvait s'y résoudre.
Son frère avait servi avec Daniel Meyer, elle connaissait leurs liens. Cette nuit-là, elle laissa la porte de la cage entr'ouverte, le portail de service déverrouillé. Le lendemain, Atlas s'était volatilisé, devenant un fantôme dans les rues de Maple Hollow. Plusieurs agents de contrôle animalier jurèrent l'avoir aperçu, mais aucun ne réussit à l'attraper. Pendant 6 mois, Atlas survécut avec son instinct et son entraînement. Il apprit où se trouvaient les meilleures poubelles, quelle clôture était infranchissable, quelle maison laissait parfois un bol d'eau sur le perron. Son corps, autrefois musclé, s'affina, mais ses réflexes demeuraient aiguisés. Il dormait dans un tunnel de drainage sous le parc Miller, émergeant aux premières lueurs de l'aube ou à la tombée du jour. C'est là qu'il se trouvait quand il entendit ce son déchirant. Une enfant en détresse. Son corps se redressa instantanément. Il suivit le bruit jusqu'à cette scène sur Elm Street. 3 adolescents encerclant une petite fille blonde, le lait avait déjà été versé. Mais le reste n'était pas encore joué. Il ne grogna pas tout de suite, pas comme les autres chiens. Il produisit ce grondement sourd que seuls les suspects les plus aguerris avaient entendu. Ce son qui déclenchait la peur primitive. Son corps parlait plus fort que n'importe quel cri. « Reculez, touchez-la, et vous me trouverez sur votre chemin. » Ils avaient fui, tous les 3, comme des lapins surpris par un bruit de fusil. Et Lily était restée là, les genoux dans le lait, entourée de ses affaires trempées, à fixer le chien qui l'avait protégée sans jamais la connaître. « Merci », murmura-t-elle, la voix tremblante. Atlas s'approcha lentement, son corps tendu mais contrôlé, ses mouvements mesurés. Il s'arrêta à quelques pas, s'assit et inclina légèrement la tête. Une posture non menaçante, un langage qu'il n'avait jamais oublié. Lentement, Lily tendit la main. Il s'approcha encore un peu, renifla ses doigts, puis y déposa un coup de langue léger. Une façon canine de dire « Tu es en sécurité ». Elle ne comprenait pas exactement ce qui venait de se passer, mais elle savait une chose. Ce chien n'était pas comme les autres. Malgré la saleté, la cicatrice, l'allure fatiguée, il dégageait une sorte de noblesse. Il lui rappelait les chiens militaires qu'elle avait vus à l'enterrement de son père. D'un geste hésitant, elle fouilla dans son sac et en sortit un sandwich écrasé. « C'est beurre de cacahuètes et bananes. Maman dit que c'était le préféré de papa. Tu veux ?» Le chien le prit doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Lorsqu'elle rassembla ses livres et se releva, il se leva aussi. Et sans qu'elle n'ait à dire un mot, il se mit à marcher à côté d'elle comme s'il avait toujours été là. « Je vis sur Cedar Lane », dit-elle en marchant. « Numéro 47, la maison bleue avec la barrière cassée. Maman travaille tard, elle est infirmière, elle fait beaucoup de garde depuis que papa est... » Sa voix se perdit, mais le chien tourna les oreilles vers elle comme s'il comprenait chaque mot. Arrivée devant la barrière, elle s'arrêta. Il s'assit comme s'il savait que c'était sa limite. « Tu veux entrer ? Maman sera peut-être fâchée si je ramène un chien inconnu dans la maison. Mais t'es pas un inconnu, hein, t'es spécial. » Le chien ne bougea pas. Il regardait la maison, mais son corps disait clairement « Je vais rester ici. Tu reviendras demain ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre question. « Je passe tous les jours par Elm Street, à 7h30. Il la fixa, immobile. Elle entra à contre-cœur, se retourna une dernière fois depuis la fenêtre de sa chambre. Il était toujours là, en garde, et puis, au bout de quelques minutes, il s'éloigna dans l'ombre du quartier. Ce soir-là, Lily sortit discrètement et laissa un bol d'eau et le reste de son dîner, une part de pain de viande, sur le perron arrière. « Juste au cas où », murmura-t-elle, le lendemain matin, le bol était vide, nettoyé avec la précision d'une langue de chien. Lily sourit pour la première fois depuis longtemps, même lorsqu'elle aperçut Brandon dans la file de dépose à l'école, car cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, elle avait un allié, et il était revenu. À la sortie des classes, il l'attendait, assis de l'autre côté de la rue, aussi droit qu'un soldat. « Tu es revenu », souffla Lily, le cœur gonflé d'un espoir nouveau. Ce fut ainsi que commença une amitié improbable, entre une petite fille brisée par le deuil et un ancien chien policier, abandonné mais pas vaincu. 2 âmes blessées, qui avaient trouvé exactement ce dont elles avaient besoin au moment précis où elles en avaient le plus besoin. En 2 semaines, les habitants de Maple Hollow commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Lily Thompson, qui jusque-là marchait voûtée, le regard fixé au sol, se tenait désormais plus droite, sa main posée de temps en temps sur la tête d'un grand berger allemand qui la suivait partout, sans collier, sans laisse, mais toujours à la bonne distance, toujours alerte, toujours silencieux. « Ce n'est pas un chien ordinaire », déclara Madame Whitman à Amanda un soir, alors que celle-ci venait chercher Lily après sa garde. « Il a eu une formation, j'en mettrai ma main au feu.
Militaire ou policier? Amanda soupira, sa tasse de thé froide entre ses doigts. Je ne sais pas quoi faire, Eleanor. Lily l'appelle son ange gardien. Mais c'est clairement un chien errant. Il disparaît chaque nuit après l'avoir accompagné. Et l'école? Demanda Madame Whitman, les yeux plissés d'un air qui ne ratait rien. Amanda pinça les lèvres. Depuis qu'il est là, elle revient entière. Pas de vêtements déchirés, pas de sac jeté dans la boue, c'est la première fois depuis des mois. Madame Whitman acquiesça. Elle se souvenait des jours où Lily venait pleurer en cachette sur sa véranda pour ne pas que sa mère la voie dans cet état. Si tu veux mon avis, ce chien est la meilleure chose qui soit arrivée à ta fille depuis longtemps. Ce soir-là, comme la nuit tombait sur Maple Hollow, Madame Whitman se tenait à sa fenêtre surveillant son vieux garage. Elle avait laissé la porte entr'ouverte, un bol d'eau et les restes du ragoût de son défunt mari posés dans un coin. Et comme elle l'espérait, l'ombre familière d'un berger allemand glissa dans la lumière, se faufilant silencieusement à l'intérieur. Elle sourit. Elle n'avait rien dit à Amanda, mais elle avait déjà pris sa décision. Ce chien avait besoin d'un abri. Et si son garage pouvait servir, alors il servirait. Le lendemain matin, Lily trouva Atlas déjà posté devant la barrière. Assis, à l'affût. « Bonjour », lui dit-elle joyeusement. « J'ai gardé du bacon pour toi. » Elle lui tendit les morceaux enveloppés dans une serviette. Il les accepta avec douceur, sans jamais toucher ses doigts. Sur le chemin de l'école, elle bavarda comme toujours. « Madame Perkins nous fait une interro de maths aujourd'hui. J'ai révisé toutes mes tables hier soir. Papa disait toujours que j'étais douée avec les chiffres, comme lui. » Elle se tut un instant, puis baissa les yeux vers le chien. « Je pense qu'il t'aurait aimé. Il était brave, lui aussi. » Arrivé au portail de l'école, il s'assit, comme chaque jour. Elle entra, le cœur léger. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il ne partait jamais bien loin. Il faisait le tour du pâté de maison, trouvait un coin d'ombre derrière le terrain de jeu et gardait l'école à vue. Mais cette constance, ce rituel quotidien, n'était pas passé inaperçu. De l'autre côté de la rue, dans un SUV noir rutilant, Nolan Keller observait en silence. Son téléphone collé à l'oreille. « Oui, c'est bien le chien dont je vous ai parlé. » souffla-t-il à l'agent de la fourrière. Pas de collier, pas de laisse, un errant, certainement dangereux. Il suit une gamine à travers la ville. On doit agir avant qu'il n'attaque quelqu'un. À l'intérieur de l'école, Brandon Keller, dont l'orgueil avait été mis à rude épreuve, préparait déjà sa revanche. La scène de son humiliation le hantait encore. Ce chien, ce monstre accro, l'avait fait fuir comme un gamin. Et Vanessa n'avait pas manqué de le lui rappeler. « Tu as crié comme une petite fille ?» avait-elle gloussé en imitant sa voix tremblotante. Il en avait assez, il fallait que Lily comprenne que son nouveau chien de garde ne la sauverait pas éternellement. « Il faut lui donner une leçon », déclara-t-il d'un ton dur pendant la pause déjeuner, entouré de ses fidèles suiveurs. Luc fronça les sourcils. « Et le chien ?» Il avait l'air de vouloir nous arracher la gorge. Brandon eut un sourire narquois. « Mon père s'occupe déjà du problème. D'ici la semaine prochaine, ce sac à puce sera à la fourrière ou euthanasié. Et Lily, elle sera de nouveau toute seule. » Ce même après-midi, Amanda Thompson reçut un appel de l'école qui lui glaça le sang. La maîtresse de Lily, Mademoiselle Pearson, avait trouvé un billet qui circulait entre les élèves. Un message rempli de menaces, visant directement sa fille, en lien avec ce chien. Lorsqu'Amanda arriva à l'école, elle trouva Lily recroquevillée sur un siège trop grand pour elle dans le bureau du directeur, le regard perdu dans le vide. Le directeur Rollins les accueillit avec ce sourire de circonstance qui ne touchait jamais ses yeux. « Madame Thompson, merci d'être venue. Il semble qu'il y ait eu un petit incident. Rien de grave, juste des enfants qui se taquinent un peu. » Amanda serra les dents. « Un incident? Ce mot-là, je l'entends souvent ici. Le billet que ma fille a reçu disait qu'elle allait regretter d'être née. Ça vous semble être une taquinerie ?» Rollins s'agita légèrement sur son siège. « Les enfants peuvent être maladroits dans leurs mots. J'ai parlé avec les élèves concernés. Ils disent que c'était une blague, que cela a mal tourné. » Amanda n'en croyait pas ses oreilles. Et quand elle est rentrée couverte de lait la semaine dernière, c'était aussi une blague mal tournée? Rollins soupira. « Madame Thompson, je comprends que vous soyez préoccupée, mais sans preuve, sans témoin. Ma fille est le témoin, elle est la victime, » rétorqua Amanda, sa patience à bout. « Oui, mais vous comprenez, nous avons besoin de corroboration. » Amanda se leva brusquement. « Et vous ne prenez pas la parole de la victime. Voilà donc votre politique anti-harcèlement, monsieur Rawlins ?» Le directeur regarda sa montre comme pour clore la conversation. « J'ai une réunion avec le conseil scolaire dans 20 minutes. Monsieur Keller, comme vous le savez, est le président. Je vous assure que nous prenons tout cela au sérieux. » Amanda prit la main de Lily. « Nous allons partir. Mais cette conversation est loin d'être terminée.
Dehors, sous le ciel gris d'un printemps capricieux, Amanda se sentait impuissante et furieuse. Des mois qu'elle se battait contre ce mur de silence et de privilèges qui entourait Brandon Keller. Le directeur venait à peine de masquer sa référence au père de Brandon, Nolan Keller, et à sa place influente au sein du conseil scolaire. « Maman », murmura Lily, tirant doucement sa main. « Il est là ». Amanda leva les yeux et le vit, le berger allemand, assis à la lisière de la cour de l'école, droit, digne, patient. Il ne bougea pas quand elles s'approchèrent, mais Amanda remarqua enfin ce que Madame Whitman avait vu depuis longtemps, la discipline dans sa posture, la manière dont il observait l'environnement avec calme et maîtrise, et ce petit tatouage discret dans son oreille, preuve de son passé de service. Quelque chose se brisa doucement dans le cœur d'Amanda. Elle vit sa fille se transformer sous ses yeux. La peur s'évanouissait. Il y avait chez Lily une assurance tranquille qu'elle n'avait plus vue depuis la mort de son mari. « Il s'appelle Atlas », annonça Lily en caressant le chien. « Comme dans mon livre de mythologie. Papa me l'avait offert. Atlas, c'était le titan qui portait le monde sur ses épaules. » Amanda sentit ses yeux la brûler. Elle posa la main sur la tête du chien, là où la cicatrice commençait. « Il me protège », murmura Lily, comme papa le faisait. Ce soir-là, Amanda passa un coup de fil important. « Madame Whitman, vous m'aviez dit penser qu'il avait été un chien policier. Vous sauriez comment en être certaine, et votre offre pour l'abri dans le garage est-elle toujours valable? Je crois qu'on va devoir envisager quelque chose de plus durable. » À l'autre bout de la ville, dans un poste de police modeste, l'agent Charles Simmons feuilletait des dossiers anciens lorsqu'un appel concernant un grand berger allemand errant, aperçu près d'une école, attira son attention. La description le troubla. Grand mâle, cicatrice sur le visage, regard vif. Il fouilla dans les archives et tomba sur une photo. L'agent Daniel Meyer, souriant, debout à côté d'un magnifique berger allemand au pelage marqué d'une tache blanche sur la poitrine. Légende, Canine Officer Atlas. Simmons resta figé. Par tous les saints, c'est lui. Il est en vie. Le lendemain matin, Charles Simmons, l'un des rares officiers de Maple Hollow à garder foi en la vocation du service public, se rendit à l'école juste après le début des cours. Il attendit prudemment que la cour se vide avant d'approcher. Et il le vit, là, couché sous un arbre, à l'abri du soleil, parfaitement immobile, le regard toujours en alerte. Atlas, le même regard qu'il avait connu sur le terrain. Il avança lentement, une main levée, à hauteur d'épaule. « Atlas, c'est toi, vieux frère ?» Le chien leva la tête, le regarda droit dans les yeux, et quelque chose passa entre eux. Un instant de reconnaissance comme un pont lancé entre deux passés brisés. Atlas se redressa sans un son, sans un aboiement. Il s'approcha lentement, puis posa sa tête contre la cuisse de Simmons. Le policier sentit sa gorge se nouer. « Tu as survécu ? Tout le monde te croyait mort après cette mission dans le Nord. Ils ont dit que tu avais disparu, que c'était foutu. Mais toi, tu as survécu. » Simmons s'accroupit et gratta doucement l'oreille gauche d'Atlas là où était encore tatoué son ancien numéro d'unité. « Tu fais quoi ici, hein? Tu t'es trouvé une gamine à protéger ?» Il se releva, observa l'école. « Tu sais que ça va pas plaire à tout le monde, les Keller en particulier. » Atlas resta silencieux, mais Simmons savait déjà ce que ce regard signifiait. Il ne partirait pas. Pas tant que la mission n'était pas accomplie. Pendant ce temps, dans une salle de réunion climatisée à l'hôtel de ville, Nolan Keller, costumé jusqu'au menton, présentait son dossier avec toute l'arrogance d'un homme habitué à ne jamais entendre le mot « non ». Nous avons ici un chien errant potentiellement dangereux, qui rôde près d'une école. Un chien dont personne ne connaît l'historique vaccinal ni l'état psychologique. Le risque est évident. Je propose un ordre de capture immédiate. Madame Walters, conseillère municipale au franc-parler bien connu, leva la main. « Monsieur Keller, je crois avoir compris que ce chien a en fait sauvé votre fils d'une situation qu'il avait lui-même provoquée. Peut-être devrions-nous nous interroger davantage sur le comportement de nos élèves que sur celui de l'animal. » Keller afficha un sourire pincé. « Je comprends vos préoccupations, mais il ne s'agit pas d'une question morale. Il s'agit de sécurité publique. » Madame Walters ne lâcha pas prise. « Justement, la sécurité publique n'a jamais été mise en danger par ce chien. En revanche, l'inaction de l'école face au harcèlement dont est victime Lily Thompson, elle, représente un vrai danger. » Le débat fut repoussé à la semaine suivante, mais Nolan Keller n'en avait pas fini. Le lendemain, il appela la fourrière municipale et ordonna une intervention sans avertissement préalable. Discrètement, « Je veux que ce chien soit capturé avant qu'il ne provoque un incident. » Mais il n'avait pas compté sur Charles Simmons.
Ce dernier, après avoir confirmé l'identité d'Atlas grâce au dossier vétérinaire militaire et la mention d'une retraite non officielle suite à une mission classée, avait pris une décision simple. Protéger Atlas comme Atlas protégeait Lily. Il frappa à la porte de Madame Whitman ce soir-là, alors que le vieux garage abritait le chien couché paisiblement sur une couverture usée. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit-il, en tendant une vieille photo d'un chien debout aux côtés de soldats en uniforme. C'est lui, il y a 5 ans. Il a survécu à un assaut dans les montagnes du Dakota, alors qu'on pensait toute l'unité perdue. Il a disparu entre les décombres. Aucun corps n'a été retrouvé. Amanda, assise à la table, serrait la main de sa fille. Et maintenant il est ici, avec nous. Par hasard, Simone hocha la tête. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il a trouvé un nouveau rôle, une nouvelle mission. Et franchement, je pense qu'on devrait le laisser faire. Pendant les jours qui suivirent, Simone se rendit régulièrement chez Madame Whitman pour apporter des croquettes spéciales, contrôler les vaccins manquants et déposer discrètement un formulaire de régularisation pour chiens de service retraités. Atlas, quant à lui, continuait sa routine. Accompagner Lily jusqu'à l'école, s'éloigner à distance, revenir l'attendre à la sortie. Il ne provoquait aucun trouble, ne montrait aucune agressivité. Il faisait simplement son devoir. Mais le samedi matin, un van blanc sans logo s'arrêta devant la maison bleue de Cedar Lane. 2 hommes descendirent, armés de perches et de filets. Ils se dirigèrent vers le garage avec une précision militaire. À l'intérieur, Atlas dormait encore, bercé par la sécurité que lui offrait cet abri, trouvé au bout de tant d'errance. Mais à peine les pas foulèrent-ils le gravier qu'Atlas se leva, oreilles dressées, museau tendu. Un grognement sourd monta de sa gorge. L'instant d'après, il bondit. Les 2 hommes reculèrent, surpris par la vitesse et la détermination du chien. Ils comprirent vite qu'ils n'étaient pas face à un simple errant. Ce chien avait été entraîné. Il les tenait à distance, prêt à mordre si l'un d'eux osait avancer. La porte arrière s'ouvrit à la volée. Lily apparut, encore en pyjama, en larmes. « Laissez-le, il n'a rien fait, il vous a rien fait ?» Amanda, alertée par les cris, surgit à son tour, suivie de Madame Whitman. Puis Charles Simmons, qui passait en patrouille et vit le van garé sans autorisation, accourut. Il brandit sa plaque. « Vous n'avez aucun mandat, aucun ordre signé, quittez cette propriété. » Les 2 hommes s'échangèrent un regard frustré. « On a reçu un appel. » Simmons les regarda droit dans les yeux. « Ce chien est identifié comme un ancien agent K9, en cours de réhabilitation. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous répondrez devant la loi. » Et devant moi, ils remontèrent dans leur van et partirent sans un mot. Atlas s'était assis, désormais calme, mais son regard ne quittait pas la rue, comme s'il savait que ce n'était que le début, que les dangers les plus insidieux ne venaient pas toujours des crocs visibles, mais des ordres donnés dans l'ombre. Depuis l'incident avec la fourrière, quelque chose avait changé dans la petite ville de Maple Hollow. Les regards sur Atlas n'étaient plus aussi soupçonneux. Même ceux qui craignaient les chiens s'arrêtaient parfois pour l'observer, fascinés par son calme presque humain. La directrice de la bibliothèque, Madame Jenkins, l'avait même laissé entrer quelques minutes pour attendre Lily un jour de pluie. « C'est pas un chien, c'est un vieux soldat », avait-elle soufflé en posant un bol d'eau près de lui. Mais pour certains, comme Nolan Keller, ce respect naissant était une insulte à leur autorité. Et le ressentiment qu'il éprouvait envers ce chien muet, ce symbole d'une résistance tranquille, s'accumulait chaque jour un peu plus. Brandon, de son côté, devenait plus instable. Son humiliation publique le rongeait. Les moqueries de ses camarades n'avaient fait qu'empirer les choses, et son père, au lieu de calmer la situation, alimentait sa frustration avec des paroles comme « Un Keller ne se laisse pas ridiculiser par un clébard et une gamine sans père ». Le cocktail était explosif, et personne ne le vit venir. Un mercredi matin, alors que Lily rangeait ses affaires dans son casier, elle sentit un liquide froid couler dans son dos. Du soda, suivi d'un rire gras. Elle se retourna, croisa le regard de Brandon. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle ne recula pas. Elle le regarda droit dans les yeux et dit calmement « Il est plus courageux que toi. C'est pour ça que tu le détestes. » Le silence tomba. Les élèves présents n'osaient même plus bouger. Brandon pâlit, mais il ne répondit pas. Il tourna les talons et partit, furieux. Ce jour-là, il n'y eut pas de représailles. Juste une tension sourde qui s'épaississait comme les nuages au-dessus de la ville. Car oui, les bulletins météo étaient formels. Une tempête d'une intensité rare s'annonçait. Les rivières autour de Maple Hollow, gonflées par des semaines de pluie, menaçaient de sortir de leur lit.
Le service municipal d'urgence avait donné l'alerte orange. Mais au conseil scolaire, on décidait malgré tout de maintenir la grande sortie scolaire prévue le vendredi suivant. Nolan Keller, en tant que président, l'avait martelé, pas question d'annuler pour quelques gouttes de pluie. On ne peut pas céder à la panique. Amanda Thompson, informée par une amie travaillant au bureau du shérif, sentit l'angoisse monter. Elle savait combien la route vers le parc naturel, lieu de la sortie, devenait dangereuse en cas d'inondation. Elle écrivit au directeur Rollins, appela l'école, rien n'y fit, et Lily voulait y aller. « C'est la première fois que je serai dans le groupe normal, maman, que je ferai une sortie avec les autres. » Elle souriait, mais ses yeux brillaient d'une fragilité qu'Amanda reconnaissait. Et Atlas ne quittait plus sa fille d'une semelle. Le jour J, la pluie tombait déjà en rideau serré. Mais les bus scolaires quittèrent tout de même l'école chargée d'enfants surexcités, de pique-niques emballés et de bottes en plastique mal ajustées. Lily s'était faufilée à l'intérieur avec un sourire timide. Atlas avait tenté de monter mais fut arrêté par le chauffeur, un intérimaire envoyé en dernière minute. Lily s'était retournée vers lui, inquiète. Il l'avait regardée, puis avait reculé lentement, résigné. Mais il n'était pas rentré chez lui. Il s'était assis sous l'abribus et avait attendu. 1 heure plus tard, alors que les bus serpentaient les routes boisées du nord, un glissement de terrain bloqua le passage. Le conducteur du premier bus voulut rebrousser chemin, mais la route derrière lui s'était effondrée sous la pression des eaux. Pris au piège, et le niveau de la rivière montait rapidement. À Maple Hollow, les sirènes commencèrent à retentir. Une alerte d'inondation majeure fut lancée. Charles Simmons, déjà en patrouille, fut réquisitionné pour diriger un convoi d'intervention. Il apprit en chemin que les bus scolaires n'avaient pas encore été localisés. Amanda, elle, était au bord de la panique. Elle tenta de joindre l'école, puis la mairie. Aucun retour. Puis, au moment où elle sortait pour aller elle-même jusqu'au poste de police, elle le vit. Atlas, debout au milieu de la rue, le regard tourné vers les montagnes. Il savait. Elle n'hésita pas une seconde. Elle ouvrit la portière arrière de sa voiture. « Monte, montre-moi où elle est. » Et il monta. Sur les routes détrempées, guidée par un chien dont la loyauté transcendait les mots, Amanda prit une route forestière secondaire. Simmons, informé de leur direction, s'empressa de les rejoindre. Pendant ce temps, dans le premier bus coincé, les enfants commençaient à paniquer. L'eau atteignait les marches inférieures. Brandon, recroquevillé sur son siège, regardait les larmes couler sur les joues de ses camarades. Il n'avait plus envie de se battre. Il avait peur. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'entendirent, un aboiement, fort rassurant. Atlas surgit de la forêt trempée, grimpa sur le capot du bus et aboya de nouveau. Le chauffeur écarquilla les yeux. Amanda descendit en courant. « Ouvrez la porte !» Mais la poignée électrique était bloquée. Simmons arrive quelques minutes plus tard, torche à la main, et aide à forcer l'ouverture. Un par un, les enfants furent sortis, portés dans les bras d'adultes ou guidés par le berger allemand qui n'avait pas cessé d'aboyer, d'encourager, de rassurer. Lorsque Brandon sortit à son tour, tremblant, il croisa le regard d'Atlas. Et pour la première fois, il ne vit pas un monstre. Il vit un être vivant qui avait risqué sa vie pour lui. Et il baissa les yeux. « Merci », murmura-t-il. Les enfants, trempés jusqu'aux os mais vivants, furent regroupés dans une clairière à l'abri relatif des arbres, le temps que des véhicules de secours arrivent. Simmons installa un périmètre, communiqua avec la base mobile, puis revint vers Amanda et Atlas. Il posa une main sur l'encolure du chien. Sans lui, ça aurait été un carnage. Un autre glissement de terrain retentit au loin. Les secours arrivèrent finalement avec des couvertures, de la nourriture et des brancards. Mais ce que personne ne put ignorer, c'était l'atmosphère étrange qui régnait. Un silence mêlé d'émerveillement. Tous les enfants, sans exception, parlaient d'Atlas, de sa course dans la forêt, de ses aboiements presque humains, de la manière dont il s'était posté devant la porte, immobile, comme un guide dans le chaos. Plus tard, alors qu'ils étaient tous rapatriés vers Maple Hollow, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Un chien de guerre, revenu d'entre les morts, sauvant 23 enfants d'une inondation en plein cœur d'une forêt. Les images prises par les téléphones, tremblantes, floues, mais indéniables, circulaient déjà sur les réseaux locaux. À l'hôpital, quelques enfants furent traités pour hypothermie légère. Lily, quant à elle, refusait de lâcher la médaille qu'elle portait autour du cou, celle de son père, qu'elle avait confiée un instant à Atlas avant de monter dans le bus. Il l'avait gardée dans sa gueule pendant toute l'intervention, sans jamais la lâcher.
Lorsqu'elle avait été ramenée sur la civière, tremblante, Atlas avait approché doucement sa tête et laissé tomber la médaille dans sa main. Ce geste tout simple bouleversa les infirmières. Le soir même, la mairie fut contrainte d'organiser une réunion d'urgence. Mais cette fois, ce n'était pas Nolan Keller qui dictait le ton. C'était Madame Walters, c'était Simmons, c'était les parents des enfants sauvés. C'étaient les voix de ceux qui avaient vu de leurs yeux ce que ce chien avait accompli. Keller tenta bien, une dernière fois, de faire valoir l'absence de statut légal clair du chien. Mais il fut interrompu par Madame Whitman qui s'était levée, droite malgré son âge. « Monsieur Keller, ce chien n'a pas besoin de papier pour mériter notre respect. Il l'a gagné avec chaque pas, chaque aboiement, chaque vie qu'il a sauvée aujourd'hui. » Puis Brandon se leva, lui le fils du notable, le gamin colérique. Il tenait un dessin dans ses mains, une esquisse maladroite d'un chien, debout sur un rocher, sous la pluie, face à une rivière déchaînée. « Je voulais vous dire que je suis désolé, et que ce chien m'a sauvé la vie. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les discours. Le lendemain, un article fit la une du journal régional. Un chien sans nom, un acte de héros. Mais Lily, elle, connaissait son nom, et elle le prononça enfin publiquement, lors d'un petit rassemblement improvisé devant l'école où l'on avait disposé des ballons et une banderole. « Il s'appelle Atlas, dit-elle d'une voix calme, et il m'a sauvé bien avant cette tempête. Il m'a sauvé le jour où il s'est couché à mes pieds et qu'il m'a dit, sans mots, « Tu n'es plus seul ». À partir de ce jour, quelque chose changea définitivement dans Maple Hollow. Les regards se firent de plus doux. Les enfants n'hésitaient plus à venir caresser Atlas à la sortie de l'école. Brandon, même lui, passait parfois avec une friandise. Et surtout, on arrêta de voir Lily comme la gamine sans père. On la vit comme celle qu'Atlas avait choisie. Mais malgré tout, Atlas restait méfiant. Il ne dormait jamais profondément. Son instinct de protection, affûté par des années de mission et de souffrance, ne s'éteignait jamais vraiment. Simmons l'avait remarqué. Parfois, au crépuscule, Atlas se postait devant la maison des Thompson et observait la rue, le museau levé, les oreilles en alerte. Et un soir, alors que tout semblait paisible, il se dressa soudainement. Un bruit, un moteur au loin, trop discret pour des oreilles humaines, mais pas pour lui. Il se mit à courir, traversa la pelouse, franchit la rue en quelques foulées. Amanda ouvrit la porte brusquement. Atlas? Mais il avait déjà disparu dans la nuit. Ce qu'il avait senti, ce que lui seul avait perçu dans l'ombre, c'était le retour d'une vieille menace. Quelque chose qu'il avait déjà flairé jadis. Une odeur, une vibration, une anomalie. Car même si la ville pensait que tout danger avait été écarté, Atlas, lui, savait que certaines batailles ne se gagnent jamais en un jour et qu'on ne choisit pas d'être un gardien. On leste, jusqu'au bout. Le lendemain matin, Amanda retrouva Atlas couché devant le porche, le regard figé vers les bois. Il n'avait pas dormi. Sa posture était différente. Moins détendue, plus tendue, comme s'il attendait quelque chose. Amanda s'agenouilla doucement près de lui. « Qu'est-ce que tu as senti, mon grand ?» Il tourna la tête vers elle, puis vers la route, puis à nouveau vers les arbres. Amanda comprit qu'il avait perçu une présence, et que cette présence n'était pas anodine. Elle appela immédiatement Simmons. Le policier la rejoignit en fin de matinée, accompagné d'un jeune officier du nom de Trey Mathers. « Vous pensez que c'est juste un animal, un coyote ou un renard ?» demanda Trey. Simmons secoua la tête. Non, s'il avait flairé un animal, il aurait grogné ou chassé. Là, il était en position de guet. Et avec ce passé, je fais confiance à ses instincts. Ils inspectèrent les environs. Rien, pas de traces, pas de signes visibles. Mais Simmons nota que la porte arrière du garage de la maison voisine, inhabitée depuis 2 mois, semblait avoir été forcée. Une empreinte de botte dans la boue, trop grande pour être celle d'un adolescent. Amanda blêmit. « Vous croyez que quelqu'un rôde autour de chez nous ?» Simmons ne répondit pas tout de suite. Il posa une main sur l'épaule d'Amanda. « Je vais installer une caméra de surveillance et je vais parler au shérif pour qu'on augmente les patrouilles. Mais surtout, gardez Atlas près de vous. » La journée passa lentement. Lily rentra de l'école en parlant de son exposé sur la mythologie, les yeux brillants. Elle ne semblait pas remarquer la tension palpable chez sa mère ou le regard aux aguets du chien. Mais Amanda, elle, restait en alerte, et cette nuit-là, elle dormit peu. À 3h12, le système de sécurité de la maison se déclencha. Un bip discret, mais assez fort pour la réveiller. Amanda se leva d'un bond. Atlas, déjà debout, grognait faiblement, la queue basse. Elle vérifia la caméra sur son téléphone. Une silhouette, floue, s'éloignait rapidement de la porte du garage. «
trop rapide pour être identifiable, mais assez nette pour distinguer une capuche sombre et une démarche déterminée. Amanda appela Simmons dans la foulée. Quand il arriva 10 minutes plus tard, Atlas l'attendait devant la maison. Simmons observe les images et fit la moue. On dirait pas un rôdeur au hasard. Il savait ce qu'il faisait. Il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Lily fut mise au courant au matin. Amanda voulait la préserver, mais sa fille était plus perspicace qu'on ne le croyait. Elle écouta sans trembler, puis se tourna vers Atlas et dit simplement « Tu ne me laisseras jamais seule, hein ?» Et le chien posa doucement sa tête contre elle comme pour sceller cette promesse. Mais alors que l'enquête progressait, Simmons découvrit un détail qui changea tout. En analysant les images de la caméra, il reconnut une silhouette familière. Quelqu'un qu'il avait vu dans une vieille affaire classée. Il retourna au commissariat, fouilla les dossiers poussiéreux et tomba sur une photo, celle d'un ancien instructeur K9 renvoyé il y a 8 ans pour abus de pouvoir et mauvais traitement sur les chiens d'intervention. Un certain Ray Halvorsen. L'homme avait disparu depuis son renvoi, mais il avait formé Atlas. Simmons sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il consulta ensuite un rapport plus ancien encore, lié à une opération militaire ratée dans le Montana. Des documents expurgés, mais un nom revenait, Shadow, l'ancien partenaire d'Atlas. Un chien tué en mission. Ou du moins, c'est ce que le rapport disait. Mais une note manuscrite dans la marge, presque effacée, changeait tout. Shadow extrait, reconversion refusée, classé non réaffectable, disparu. Disparu? Simmons recula dans son siège. Si Atlas avait été donné pour mort, et Shadow aussi, que s'était-il réellement passé? Le lien était clair désormais. Halvorsen cherchait à récupérer quelque chose, peut-être même Atlas lui-même, ou une information qu'il portait. Et Simmons savait que ce n'était plus une affaire locale, c'était bien plus grand. Mais il décida de ne rien dire à Amanda, pas encore, pas avant d'en savoir plus. Cette nuit-là, il resta devant la maison des Thompson dans sa voiture. Atlas, de son côté, dormait près du lit de Lily. Il dormait, mais son sommeil était léger, chargé d'images que lui seul pouvait voir. Des ordres criés dans des langues inconnues, des odeurs de métal brûlé et de sang, de peur, et cette voix grave, autoritaire, brisée, celle d'Halvorsen. Quelque part dans son esprit de chien, une alarme ancienne venait de se réactiver. Le passé qu'il croyait enterré revenait à la surface, et cette fois, il n'y aurait pas de fuite. Il devrait faire face. À l'aube, Simmons retourna au poste. Il savait qu'il devait creuser plus loin, même si cela signifiait franchir des lignes que les autorités locales n'étaient pas censées traverser. Il contacta un ancien camarade de l'armée, devenu analyste pour un organisme fédéral. « Tu te souviens d'un chien militaire nommé Shadow et d'un instructeur appelé Halvorsen ?» Le silence à l'autre bout de la ligne fut plus parlant qu'une réponse immédiate. Puis, une voix grave murmura « Charles, oublie ça. Ce que tu grattes là, c'est classé. Tu veux protéger cette gamine? Protège-la sans poser de questions. » Mais Simmons n'était pas du genre à reculer, et ce qu'il découvrit ensuite figea son sang. Halvorsen aurait été vu à plusieurs reprises dans des zones proches d'anciens entrepôts militaires désaffectés. Il vivrait désormais sous une fausse identité, prétendument à la tête d'un petit chenil clandestin spécialisé dans le reconditionnement de chiens agressifs. Mais selon certains témoignages, ces chiens n'étaient jamais revus après leur passage dans son camp. Pendant ce temps, à Maple Hollow, Amanda commençait à remarquer des signes. Une voiture garée un peu trop longtemps dans la rue, un homme en imperméable au café du coin qui ne commandait jamais rien. Et surtout, le comportement d'Atlas, de plus en plus nerveux. Il ne quittait plus Lily, même pour dormir. Il mangeait à peine. Il grognait quand le vent changeait de direction. Un soir, alors que Lily était allée se coucher, Amanda se posta devant la baie vitrée et observa son compagnon à 4 pattes. Il était assis, fixe, les yeux tournés vers l'obscurité. Elle s'approcha doucement. « Tu sais qu'on t'aime, pas vrai ?» Il ne bougea pas, mais elle sentit son regard se radoucir, comme s'il acceptait enfin de s'autoriser à appartenir à quelque chose, à une famille. Mais ce moment de paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, Amanda reçut un appel anonyme. Une voix étouffée, masculine, sans accent notable. « Si vous tenez à votre fille, ramenez le chien là où vous l'avez trouvé. » Puis le silence. Elle raccrocha tremblante et appela immédiatement Simmons. Ce dernier accourut, vérifia la ligne, fit venir un technicien. L'appel avait été passé depuis un téléphone jetable, introuvable, mais Simmons savait. Halvorsen s'approchait et il ne reculerait devant rien. Ils décidèrent de déplacer Lily et Amanda pour la nuit
dans une maison sécurisée appartenant à la sœur du shérif en périphérie. Simmons confia la surveillance à Trey Mathers pendant qu'il coordonnait une fouille autour du quartier. Atlas, quant à lui, était resté auprès de Lily, mais son comportement avait encore changé. Il ne dormait plus du tout. Il restait éveillé, immobile, le regard fixé sur la porte. Et cette nuit-là, ce qui devait arriver arriva. Vers 2h40 du matin, alors que la maison semblait paisible, une coupure de courant plongea les lieux dans le noir complet. Amanda se leva d'un bond. Trey, en bas, sortit son arme. « Restez ici !» cria-t-il. Mais Atlas, déjà en alerte, s'était posté au sommet de l'escalier, muscles tendus. Une silhouette brisa la vitre arrière, masquée, silencieuse, déterminée. Halvorsen, il ne venait pas pour discuter. Il venait pour récupérer ce qu'il considérait encore comme son chien. Atlas bondit avant que Trey ne puisse tirer. Les deux silhouettes roulèrent dans la pièce sombre, puis disparurent dans le jardin. Amanda, affolée, voulut descendre, mais Lily l'agrippa. « Ne le suis pas, maman, et il sait ce qu'il fait. » La voix de la fillette était calme, trop calme, comme si elle comprenait, comme si elle avait déjà vu ça, parce qu'elle l'avait vu, dans les yeux d'Atlas. Simmons arriva en trombe. Le jardin était vide, les traces s'arrêtaient près de la clôture, puis rien. Le lendemain, toute la ville apprit la disparition d'Atlas. Lily ne pleura pas, elle ne dit rien. Elle resta assise dans le salon, le regard figé sur le collier du chien, laissé au sol comme un vestige. Amanda, elle, était en colère. Comment est-ce possible? Il avait promis de ne jamais l'abandonner. Mais Simmons savait, lui, il savait que ce n'était pas un abandon. C'était un combat, une traque, et que pour mettre un terme à cette menace, Atlas avait dû retourner dans les ombres, là où son passé l'avait formé, là où il devait finir ce qu'il avait commencé. Le monde avait changé autour d'Atlas. Fini les rues de Maple Hollow, les rires d'enfants, les regards confiants. Ce qui s'ouvrait désormais devant lui, c'était la terre battue d'un ancien hangar militaire camouflé au fond des bois, entre les collines de Woodgate Creek. L'air y était saturé de vieux carburants, de métal oxydé et d'une odeur familière, celle de la peur. Il s'était laissé capturer volontairement. Halvorsen pensait avoir eu le dessus, mais c'était un jeu d'échecs, et Atlas venait de lui tendre un piège. L'ancien instructeur l'avait menotté, oui lui, un chien, avec une muselière trop serrée et une chaîne glissée dans une boucle de métal. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Atlas n'était plus l'animal qu'il avait brisé autrefois. Il avait changé. Il appartenait à une famille. Il avait un nom. Et ce nom lui donnait une force que Halvorsen ne pourrait jamais comprendre. Pendant que l'homme s'éloignait dans les couloirs du complexe abandonné, marmonnant des menaces et des souvenirs qu'il croyait partagés, Atlas observait. Il analysait, les battements de pas, les points d'entrée, les armes visibles. Il n'était pas un chien ordinaire. Il n'avait jamais été ordinaire. À Maple Hollow, Simmons était sur le pied de guerre. Il avait rassemblé une équipe d'intervention improvisée avec 2 anciens Marines à la retraite, des membres de la garde nationale locale et même le père de Brandon, oui, celui-là même qui, 2 mois plus tôt, avait voulu que le chien soit euthanasié. « Il m'a sauvé mon fils. Maintenant, c'est à mon tour. » Un silence respectueux suivit cette déclaration. Amanda n'était pas en reste. Elle s'était imposée à la tête du convoi, refusant d'être tenue à l'écart. Lily, quant à elle, avait simplement glissé une chose dans la poche de sa mère, la médaille de son père. « Donne-lui ça s'il a besoin de courage. » La localisation d'Atlas fut déterminée grâce à un détail presque ridicule. Le collier qu'il portait avait été gravé au dos avec un petit dispositif de traçage RFID, un projet de science que Lily avait réalisé avec Simmons, juste pour s'amuser. Et ce gadget, invisible, avait émis un signal une fois arrivé à portée d'un relais GSM à l'entrée de Woodgate Creek, suffisant pour lancer une opération. Pendant ce temps, dans le hangar, Halvorsen s'adressait à Atlas comme à un vieil ami. « Tu te souviens de ce que c'est, hein, les missions, les vraies, pas les enfants ou pas les jeux. Moi je t'ai façonné, je t'ai brisé pour faire de toi une arme. » Mais Atlas ne bronchait pas. Il attendait. Puis, à 5 heures du matin, le convoi arriva, en silence. Simmons guida les hommes à travers la forêt, contournant les pièges rudimentaires laissés autour du site. Amanda resta en retrait, mais refusait de relâcher la médaille. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Dans le hangar, Halvorsen semblait pressentir quelque chose. Il s'arrêta, fronça les sourcils, puis il sortit son arme. « Tu n'as pas changé. Tu crois que je ne te connais pas? Tu fais le bon chien pour ces gens, mais tu es toujours mon outil. » C'est à ce moment précis qu'Atlas se leva. Il avait passé la nuit à tordre la chaîne, silencieusement.
méthodiquement, et maintenant elle céda dans un bruit métallique à peine audible. Il ne grogna pas, il ne jappa pas. Il bondit, le choc fut brutal, l'arme tomba au sol. Alvorsen recula, trébucha contre une caisse, hurla. La lumière blafarde révélait un combat primitif, ancien, l'homme contre la bête. Mais ce n'était pas une bête, c'était un gardien. Lorsque Simmons et les autres pénétrèrent dans le hangar, ils trouvèrent Alvorsen à terre, la jambe brisée, hurlant de douleur. Atlas, lui, s'était tenu à distance, les babines encore retroussées, mais sans mordre davantage. Il avait choisi de le neutraliser, pas de le tuer. Amanda fut la première à s'approcher. Elle tomba à genoux devant Atlas, le regard noyé de larmes. « Tu es revenu ? Tu as tenu ta promesse ?» Le chien posa doucement sa tête contre son épaule. Et lorsqu'elle glissa la médaille dans son collier, il ferma les yeux comme pour dire « Mission accomplie ». Alvorsen fut arrêté, transféré sous haute surveillance. Des accusations surgirent de partout. Détention illégale d'animaux, violations militaires, menaces envers une famille de mineurs. Et ce n'était que le début. L'armée elle-même ouvrit une enquête interne. Mais à Maple Hollow, on se moquait des papiers et des procès. Ce qu'on vit, ce fut le retour d'un héros. Quand Amanda, Lily et Atlas rentrèrent dans leur rue, ce fut un silence ému qui les accueillit. Puis un tonnerre d'applaudissements. Des banderoles, des fleurs, des gâteaux sur les porches. Brandon tenait un panneau peint à la main. « Bienvenue à la maison Atlas !» Et Lily, sans un mot, le regarda longuement. Elle s'agenouilla, entoura le cou d'Atlas et lui souffla à l'oreille « Tu n'es pas un chien, tu es ma famille ». Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange douceur à Maple Hollow, comme si l'air lui-même avait changé. Atlas, bien qu'éprouvé physiquement, retrouva rapidement sa vigueur. Il ne boitait plus, ses yeux étaient clairs, mais ce qui avait le plus changé, c'était la façon dont les autres le regardaient. Les habitants, même les plus sceptiques, voyaient désormais en lui autre chose qu'un ancien chien de patrouille. Il était devenu un symbole, un gardien silencieux d'une communauté autrefois divisée. Le maire, M. Walter Dobbins, un homme rigide et formaliste, organisa une cérémonie publique. Dans la cour de l'école élémentaire, entouré de drapeaux flottant au vent, il déclara officiellement le 14 avril comme étant le jour d'Atlas. Une journée pour se souvenir qu'un acte de loyauté, même silencieux, peut transformer une ville entière. Atlas reçut une médaille, remise par Lily elle-même, au nom de tous les enfants du comté. La foule applaudit, les visages baignés de larmes. Amanda, en retrait, n'avait jamais semblé aussi fière. Mais ce fut ce que dit Lily au micro qui bouleversa tout le monde. La fillette, de nature discrète, prit une grande inspiration et déclara d'une voix claire « Je n'ai plus peur de dormir. Parce que je sais qu'il était là, pas juste pour moi, pour vous tous. Atlas n'est pas juste mon chien, c'est le nôtre. » Un silence solennel suivit ces mots, et dans ce silence, un lien invisible se tissa entre chaque habitant de Maple Hollow. Quelques jours plus tard, une journaliste du Chronicle Weekly, une certaine Rebecca Manning, fit le déplacement depuis la capitale de l'État. Elle avait entendu parler de l'histoire à travers un réseau d'anciens combattants et voulait en faire un reportage. Elle passa 2 jours entiers à interroger Amanda, Simmons et même Brandon et ses parents. Mais c'est Lily qui lui offrit la dernière pièce du puzzle sans le savoir, en lui montrant un petit carnet à spirale où elle avait noté chaque moment important depuis le jour où Atlas était arrivé chez eux. Des dessins d'enfants, oui, mais aussi des réflexions étonnamment profondes. Aujourd'hui, il m'a regardé quand j'étais triste, et j'ai souri. C'est comme s'il avait absorbé ma peine. Rebecca en fut bouleversée. Son article devint viral. En une semaine, des centaines de milliers de personnes à travers le pays découvrirent l'histoire d'Atlas. Et puis, quelque chose d'inattendu arriva. Des lettres commencèrent à affluer. Des enfants écrivaient à Lily pour lui dire qu'eux aussi avaient peur, mais qu'ils se sentaient plus forts grâce à Atlas. Des vétérans racontaient leurs souvenirs de chiens de guerre. Des familles remerciaient Amanda d'avoir protégé un animal que d'autres auraient rejeté. Un ancien sergent, retraité dans le Dakota du Sud, envoya même un collier gravé « Pour le frère d'armes que je n'ai jamais eu ». Amanda, profondément émue, décida de répondre à chaque lettre. Elle mit en place un petit site communautaire avec l'aide de Trey et du proviseur de l'école. Baptisé « Le refuge d'Atlas », il devint un espace pour raconter des histoires de rédemption, de seconde chance, de liens silencieux entre humains et animaux. Simmons, de son côté, était transformé. Lui qui avait toujours tenu ses distances, devenu presque une figure paternelle pour Lily, il venait dîner tous les jeudis. Il jouait au frisbee avec Atlas,
Et pour la première fois depuis des années, il riait. Mais derrière toute cette joie retrouvée, un élément persistait. Une lettre non signée, arrivée par courrier, sans timbre, sans nom. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Celle d'Atlas, plus jeune, dans un désert. Aux côtés de Shadow. Et au dos, cette simple inscription, il n'est pas seul. Amanda, en la découvrant, frissonna. Simone, s'inquiet, fit vérifier l'origine de l'enveloppe. Elle avait été déposée à la main dans la boîte aux lettres, au beau milieu de la nuit. Mais il n'y avait aucune trace de passage. Pas de caméra, pas de témoin, juste cette photo et cette promesse. Une promesse énigmatique mais étrangement apaisante. Pourtant, cette paix fragile fut bientôt perturbée. Lors d'une promenade avec Lily, Atlas s'arrêta soudainement en pleine rue. Il fixa l'horizon, immobile, les muscles tendus. Lily tenta de le faire avancer, mais rien à faire. Amanda, un peu plus loin, comprit immédiatement. « Quelque chose approche », murmura-t-elle. Ce n'était pas une menace visible, pas un homme armé ni un bruit suspect, mais plutôt un écho, le passé encore. Une ombre qu'on croyait disparue mais qui rôdait, une silhouette restée dans l'ombre d'Alvorsen, une autre pièce du puzzle oubliée. Et à cet instant, Amanda sut que l'histoire d'Atlas n'était pas encore terminée. Amanda ne dormait plus. Depuis le jour où cette photo avait été déposée dans leur boîte aux lettres, chaque nuit ressemblait à une veille. Simmons avait renforcé les rondes, installé une caméra thermique discrète et même demandé une patrouille de la garde volontaire de Maple Hollow. Mais rien, pas un mouvement, pas un bruit suspect. Et pourtant, Atlas restait en alerte. Il dormait par tranches de 20 minutes, le reste du temps à l'affût, les oreilles pointées vers la moindre vibration du sol. Puis, un soir, tout s'emballa. Un appel, la voix paniquée de Trey, haletante. « Amanda, tu dois venir au poste, maintenant !» Dans le bureau de Simmons, 3 hommes en civil attendaient. Ils ne montrèrent pas leur carte d'identification. L'un d'eux, un homme grand, au visage sec et aux lunettes, sans monture, posa une pochette sur le bureau. À l'intérieur des photos, beaucoup de photos. Atlas, Shadow, Alvorsen et d'autres. Des visages floutés, des lieux désertiques. Vous devez comprendre, Madame Rowan. Atlas n'était pas un simple chien militaire. Il faisait partie d'un programme, l'un des derniers encore classés. Amanda sentit le soleil se dérober. Simmons tenta de s'interposer. Ce chien a sauvé cette communauté. Il a sauvé une enfant. Vous ne pouvez pas venir ici maintenant et... L'homme leva la main. Nous ne sommes pas ici pour l'emmener. Pas pour l'instant. Mais il y a une autre cible. Quelqu'un d'autre est en liberté. Et Atlas est le seul à pouvoir le localiser. Ils parlèrent d'un homme que Alvorsen appelait le 4e. Un ancien maître-chien disparu au moment du démantèlement du programme. Un homme dangereux, radicalisé. Il utiliserait désormais des chiens comme armes, réactivant d'anciens protocoles militaires interdits. Un extrémiste sans cause, et il était quelque part dans l'État. Amanda comprit. Il voulait qu'Atlas reprenne du service. Mais pas comme soldat, comme appât. Vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez, murmura-t-elle. L'un des agents répondit froidement. Si nous ne l'arrêtons pas, des vies seront perdues. Beaucoup. Et vous savez au fond de vous que votre chien ne restera pas inactif. Il est déjà prêt. Cette nuit-là, Amanda regarda Atlas longtemps. Il était couché contre le mur, les yeux à moitié fermés. Puis, doucement, il releva la tête. Et elle sut, il avait entendu, il avait compris, il acceptait. Le plan fut mis en place en 3 jours. Une zone boisée, près de la vieille station d'essai de Briarfield, fut utilisée comme leur. Les agents y placèrent un ancien conteneur militaire rempli d'équipements. Une balise fut activée, et Atlas fut lâché équipé d'une caméra discrète et d'un capteur thermique. L'opération dura 8 heures, puis un aboiement. Court, profond, unique. Amanda, restée dans un centre de commandement mobile, sentit son cœur cesser de battre. L'écran retransmit les images. Atlas, figé devant une cabane en tôle dissimulée sous des broussailles. Des pas, une ombre, et soudain un cri guttural, humain, animal à la fois. Les agents fondirent sur la zone. Une fusillade éclata. Des grognements, des ordres hurlés, et puis le silence. Atlas ressortit seul, boitant légèrement mais debout, dans sa gueule un bout de veste. À l'intérieur un carnet, codé, illisible, mais suffisant pour les autorités. L'homme avait été capturé, l'opération un succès, grâce à lui. Le retour à Maple Hollow se fit dans un silence lourd. Pas de fanfare, pas de banderole, juste Amanda, Lily et un vent tiède du printemps. La fillette ouvrit les bras. Atlas bondit, s'écroula contre elle, puis il ferma les yeux. Et cette fois,
il dormit. Vraiment. Les semaines suivantes furent marquées par une décision inattendue. Le gouvernement, sous la pression publique et médiatique, déclara Atlas officiellement démobilisé avec distinction. Une première dans l'histoire du pays. Il fut reconnu comme vétéran non humain. Un statut symbolique, mais puissant. Amanda reçut un courrier du secrétariat à la Défense, une lettre manuscrite. Aucun programme n'a jamais conçu ce que vous avez protégé. Un lien, une loyauté qui dépasse les ordres. Merci. À l'école, les enfants créèrent un jardin en l'honneur d'Atlas. On y planta un chêne, symbole de force et de mémoire. Lily s'y rendait chaque semaine avec ses camarades. Elle racontait une nouvelle aventure, vraie ou inventée. Elle disait « Même quand il dort, il veille ». L'été arriva plus tôt que prévu cette année-là à Maple Hollow. Les arbres bordant la rue principale étaient couverts de feuilles d'un vert éclatant et les enfants couraient en riant sur les trottoirs chauffés par le soleil. Mais au fond du jardin d'Amanda, dans un coin tranquille bordé de pierres blanches, Atlas reposait à l'ombre d'un magnolia. Il avait repris du poids, son pelage brillait et même ses cicatrices semblaient s'être estompées, comme si le calme avait enfin guéri ce que la guerre avait laissé derrière. Lily avait transformé le vieux cabanon en petite bibliothèque de quartier qu'elle avait baptisée le refuge du héros. Les voisins y déposaient des livres, des dessins, des lettres adressées à Atlas. L'une d'elles, signée d'un garçon de 10 ans, disait simplement « Merci d'avoir montré que même un chien peut sauver un monde ». Amanda, elle, continuait de recevoir des lettres, des coups de fil, des demandes d'interview. Elle refusait presque toutes. Elle ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Elle voulait juste protéger ce qu'ils avaient construit, cette paix fragile, ce quotidien réparé. Un soir, alors qu'elle feuilletait un vieux journal sur le porche, Atlas s'approcha lentement. Il posa sa tête contre sa jambe. Amanda sourit, posa la main sur son front. « Tu sais que tu n'as plus rien à prouver, hein ?» Il ferma les yeux, comme pour dire oui. Mais dans son silence, elle devina autre chose. Il n'attendait pas la permission d'être un héros. Il voulait juste être là, pour elle, pour Lily, pour cette ville. Puis un jour, une délégation arriva, discrète, 3 femmes, 2 hommes, dont une vétérinaire militaire aux cheveux argentés. Ils vinrent avec un dossier et une plaque. Sur cette plaque, Atlas Rowan, vétéran d'honneur, protecteur de Maple Hollow. Ils la déposèrent dans le jardin juste à côté du magnolia. Amanda retint ses larmes, Lily courut chercher une couronne de fleurs qu'elle avait tressée avec ses amis. Et ensemble, ils rendirent hommage à celui qui, sans jamais parler, avait réparé leur monde. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un an plus tard, Simmons, désormais chef de la sécurité de tout le comté, lança un programme d'adoption pour chiens de service retraités. Il le nomma Initiative Atlas. Des dizaines de chiens s'y trouvèrent des foyers aimants. Des enfants reprirent confiance. Des familles se reconstruisirent. Le nom d'Atlas était sur toutes les lèvres, non pas comme une légende, mais comme une promesse. À la rentrée scolaire suivante, Lily entra au collège avec son carnet toujours à la main. On lui proposa d'écrire une chronique pour le journal de l'établissement. Elle accepta. Sa première phrase, « Ce n'est pas un conte. C'est une mémoire vivante, qui respire, qui veille. Atlas m'a appris que le courage, ce n'est pas d'attaquer, c'est de rester, même quand tout le monde part. » Au fil des années, la petite maison d'Amanda devint un lieu de passage pour les familles en quête de guérison. On venait y passer un moment, on caressait Atlas s'il était réveillé, on déposait une pierre sous le magnolia. Et chaque fois, on repartait un peu plus fort. Puis, une nuit d'automne, alors que la pluie tombait doucement sur les vitres, Atlas s'endormit paisiblement entouré de ceux qu'il avait aimés. Il ne souffrait pas. Il n'y eut ni cri, ni geste brusque, juste un soupir, comme une page qu'on tourne lentement. Amanda le trouva à l'aube, le cœur en paix. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle s'assit à côté de lui, Lily blottie contre elle, et ensemble, elles restèrent là, dans le silence du matin, bercées par le souvenir d'un compagnon qui avait tout donné. Il fut enterré sous le magnolia, là où il avait veillé, protégé, aimé. La plaque fut gravée une seconde fois. En dessous de son nom, on ajouta ces mots « Il n'a jamais fui », même quand tout semblait perdu. Et chaque année, le 14 avril, la ville entière s'arrête. On défile en silence, on lit des lettres, on raconte des histoires, on n'oublie pas, parce qu'Atlas n'était pas juste un chien. C'était un espoir, un héros, une famille.